Il souriait. La bouche s'étirait. Les dents apparaissaient. Tout était là, la mimique, le geste, les mots chaleureux. Mais ses yeux ne souriaient pas. Pas le moindre plissement au coin des paupières. Pas la moindre lumière au fond du regard. Juste 2 points fixes qui calculaient pendant que la bouche jouait la comédie. Et quelque chose en toi l'avait vu. Une fraction de seconde. Un signal tellement fugitif que tu l'avais balayé d'une pensée. Tu t'es dit que tu t'imaginais des choses. Tu ne t'imaginais rien. Ce que tu avais vu, cet instant de 0,2 de seconde, est ce que les chercheurs appellent une micro-expression. Et c'est la fissure dans le masque du narcissique. La seule fissure qu'il ne peut pas contrôler. Parce que le corps ne ment pas. Pas longtemps. Pas entièrement. Pas au niveau où la vérité s'échappe avant que le cerveau conscient puisse la rattraper. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 signaux physiques exacts que le narcissique et le psychopathe ne peuvent pas cacher. Des signaux que Jung lui-même avait identifiés dans sa théorie du masque, et que la recherche moderne a depuis validé avec des instruments que Jung n'aurait jamais imaginés. Écoute-moi bien, parce que ce que tu vas voir dans les prochaines minutes, tu ne pourras plus le désapprendre. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu connais ce doute particulier. Ce doute qui s'installe après une conversation avec quelqu'un. Ce sentiment que quelque chose ne correspondait pas entre ce qu'il disait et quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que tu ressentais dans le corps mais que tu ne pouvais pas nommer. Et parce que tu ne pouvais pas le nommer, tu l'as ignoré. Et ce quelqu'un, celui que tu n'as pas su lire à temps, t'a causé du tort. Peut-être beaucoup de tort, peut-être des années de tort. Je connais ce sentiment. J'ai passé 15 ans à travailler avec des survivants de violences narcissiques. Et la phrase que j'entends le plus souvent n'est pas « je ne savais pas qu'il était comme ça ». La phrase que j'entends le plus souvent c'est « j'avais vu quelque chose. Je l'avais senti. Mais je n'ai pas écouté ce que je sentais ». Ce que cette vidéo va faire, c'est te donner un langage pour ce que tu as déjà senti. Pas une intuition floue. Un cadre précis. Des signaux concrets. Des patterns que la psychologie, les neurosciences et la théorie jungienne ont cartographié avec une précision qui devrait ôter toute hésitation la prochaine fois. Parce qu'il y aura une prochaine fois. Pas nécessairement avec lui, mais avec quelqu'un. Et cette fois-là, tu sauras voir. Il y a une douleur particulière dans le fait de ne pas avoir su lire les signaux. Une honte même. Comme si tu avais failli quelque part. Comme si tu avais été naïf ou naïve d'une façon qui dit quelque chose de défavorable sur toi. Je veux que tu entendes ceci clairement. L'incapacité à détecter un manipulateur n'est pas un manque d'intelligence. C'est la conséquence d'un design psychologique que nous portons tous. Le narcissique a évolué, dans le sens comportemental du terme, précisément pour exploiter les failles de ce design. Il a passé des années à perfectionner son masque. Et toi, tu avais confiance. Tu lisais les gens avec honnêteté parce que c'est ce que tu fais. Tu projettes ta propre sincérité sur les autres. C'est une qualité, pas un défaut. Mais après cette vidéo, tu auras quelque chose de plus que la confiance. Tu auras les outils pour voir sous le masque. Carl Jung a passé une grande partie de sa carrière à étudier ce qu'il appelait la persona. Pour Jung, la persona, du latin masque de théâtre, est la partie de nous-mêmes que nous présentons au monde. Ce n'est pas la personnalité réelle, c'est la personnalité de façade, l'interface sociale que nous construisons pour naviguer le monde des autres. Tout le monde porte une persona. C'est normal et même nécessaire. Tu ne montres pas à ton patron ce que tu montres à ton meilleur ami. Tu n'exprimes pas à un étranger dans le métro ce que tu exprimes dans l'intimité de ta maison. La persona est l'adaptation sociale qui rend la vie en société possible. Mais Jung avait identifié quelque chose de particulier chez certaines personnes. Chez la plupart d'entre nous, la persona est poreuse. Elle laisse passer des émotions authentiques. Elle se fissure quand nous sommes fatigués, stressés ou surpris. Elle révèle par intermittence quelque chose du vrai moi qui se trouve dessous. Chez le narcissique et le psychopathe, la persona est d'une dureté différente. Elle est construite non pas comme une adaptation sociale normale, mais comme un instrument de contrôle, un outil, une arme. Et Jung avait remarqué quelque chose d'essentiel. Plus une persona est rigide, plus elle est artificielle, plus elle est délibérément construite.
plus l'ombre qui se trouve derrière elle est puissante, dense, incontrôlée. L'ombre, dans la psychologie de Jung, c'est tout ce que nous refoulons, tout ce que nous n'intégrons pas à notre conscience. Pour le narcissique, l'ombre contient la rage, l'envie, le mépris, la prédation, tout ce qu'il cache derrière son masque de charme parfait. Et voici ce que Jung avait compris et que les neurosciences ont depuis confirmé. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on la cache. Elle cherche des sorties. Et les sorties qu'elle trouve, involontaires, incontrôlables, sont précisément ce que nous appelons la microgestuelle. Le corps est l'endroit où l'ombre s'échappe. Quand je travaille avec mes patientes, avec des femmes et des hommes qui ont survécu à des années avec un narcissique, l'une des choses les plus douloureuses qu'ils découvrent en thérapie, c'est qu'ils avaient vu qu'à un moment ou à un autre, quelque chose dans le corps du manipulateur avait envoyé un signal, un regard, un geste, un infime décalage entre les mots et l'expression du visage, et ils l'avaient balayé, parce que personne ne leur avait appris à lire ces signaux, parce que dans notre culture, nous apprenons à écouter les mots, pas le corps. Nous apprenons à analyser le discours, pas la musculature faciale. Nous apprenons à croire ce qu'on nous dit, surtout quand c'est dit avec chaleur et conviction. Le chercheur américain Paul Ekman, celui qui a passé des décennies à cartographier les expressions faciales humaines, a découvert quelque chose que Jung aurait adoré. Il existe 7 émotions de base dont les expressions sont universelles, identiques dans toutes les cultures humaines de la planète. Joie, tristesse, colère, peur, dégoût, mépris et surprise. Ces expressions sont inscrites dans le système nerveux autonome. Elles se produisent avant que le cerveau conscient ait eu le temps d'intervenir. En 0,2 de seconde, parfois moins. C'est là que le narcissique trébuche. Parce que même lui, même quelqu'un qui a passé des années à affiner son masque, ne peut pas contrôler 0,2 de seconde. Personne ne le peut. Mais ce n'est pas le seul signal. Parce que le deuxième, lui, dure plus longtemps et reste tout aussi invisible pour celui qui ne sait pas quoi chercher. Avant de te donner les 3 signaux, je veux te révéler quelque chose que la plupart des psychologues populaires ne te disent pas. Parce qu'il y a un piège dans cette connaissance. Un piège que j'ai vu faire du tort à des gens bien. Quand les gens apprennent à reconnaître la microgestuelle des manipulateurs, beaucoup commettent la même erreur. Ils commencent à chercher à confirmer ce qu'ils soupçonnent déjà. Ils scrutent chaque expression, chaque geste, et finissent par voir de la manipulation là où il n'y en a pas. Jung appelait ça la projection. Tu projettes ta peur sur les autres. Et soudainement, tout le monde devient suspect. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas un outil de méfiance généralisée. C'est un outil de clarté. Et la clarté exige une chose que la méfiance déteste, la patience d'observer sans conclure prématurément. Un seul signal ne suffit pas. 2 signaux répétés dans des contextes différents commencent à signifier quelque chose. 3 signaux qui convergent avec régularité. Alors tu peux avoir confiance en ce que tu vois. Retiens ça. Ça va être important. Premier signal physique, le sourire asymétrique, ou l'absence du sourire de Duchenne. En 1862, le neurologue Guillaume Duchenne de Boulogne a découvert quelque chose que personne n'avait jamais formalisé auparavant. Un vrai sourire, un sourire de joie authentique, implique 2 groupes musculaires distincts. Le premier, c'est le muscle zygomatique majeur. C'est le muscle qui tire les coins de la bouche vers le haut. C'est le muscle que tout le monde peut activer volontairement. Tu peux sourire en ce moment avec ce muscle. C'est ce que nous faisons quand nous posons pour une photo, quand nous accueillons poliment quelqu'un, quand nous jouons la comédie sociale. Le deuxième, c'est le muscle orbiculaire de l'œil. Plus précisément la partie inférieure de ce muscle, celle qui crée les petites rides au coin des yeux et qui soulève légèrement les joues. Ce muscle ne peut pas être activé volontairement par la grande majorité des êtres humains. Il ne s'active que lorsque la joie est réelle. Paul Ekman a appelé ce sourire complet le sourire de Duchenne. Un sourire sans Duchenne. Un sourire où la bouche s'étire, mais où les yeux restent fixes, sans plissement, sans soulèvement des joues, est un sourire sans joie réelle.
C'est un sourire fabriqué. Et voici ce qui rend ce signal si précieux. Le narcissique et le psychopathe sourient beaucoup. Ils sont souvent décrits par leur entourage comme très chaleureux, très souriants, si agréables à rencontrer. Ils ont compris très tôt que le sourire est un outil social puissant. Ils l'utilisent délibérément. Mais ils ne peuvent pas activer le muscle orbiculaire volontairement. Ce que tu verras quand tu sauras quoi chercher, c'est le décalage. La bouche qui sourit pleine de dents, de chaleur performée, et les yeux qui restent froids, calculateurs, absents. J'ai vécu exactement ça. Avant que je comprenne ces mécanismes, avant 15 ans de pratique clinique et une relation personnelle qui m'a appris plus sur le narcissisme que n'importe quel manuel, j'avais un ami proche dont le sourire me laissait toujours avec un léger malaise inexplicable. Je me disais que je me trompais, que j'étais injuste, que c'était moi le problème. Ce n'était pas moi. Ce que je sentais, sans avoir les mots pour le dire, c'était ce décalage entre la bouche et les yeux. L'absence de Duchenne. L'absence de vraie joie derrière le masque. Maintenant, pratique ceci. La prochaine fois que quelqu'un te sourit, observe séparément la bouche et les yeux. Pose-toi la question. Est-ce que les yeux participent? Est-ce que les joues se soulèvent légèrement? Est-ce qu'il y a des petites rides qui apparaissent au coin des paupières? Si la réponse est non, si la bouche sourit et les yeux regardent, note-le. Ce n'est pas encore une conclusion. C'est une observation. Et l'observation mène vers le deuxième signal, celui qui, lui, ne peut pas être expliqué par la simple fatigue ou la distraction. Jung a écrit quelque chose dans ses mémoires, dans ce livre extraordinaire qu'il a dicté à la fin de sa vie, qui m'a profondément marqué. Il écrivait « L'homme qui ne regarde pas en lui-même voit les ténèbres à l'extérieur ». J'ai longtemps interprété cette phrase comme une invitation à l'introspection. Et c'en est une. Mais en travaillant avec des survivants de violences narcissiques, j'ai réalisé qu'elle dit aussi quelque chose d'autre. Elle dit que ce que nous ne comprenons pas en nous-mêmes nous rend aveugles à ce que les autres nous montrent de leurs propres ténèbres. Le narcissique a des ténèbres en lui, immenses. Et il nous les montre, pas dans ses mots, pas dans ses promesses, pas dans ses récits de lui-même, mais dans son corps. Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas vu, c'est que nous n'avions pas encore les yeux pour voir. Voilà ce que ce moment représente pour moi. Te donner des yeux nouveaux. Deuxième signal physique, le regard de calcul. L'absence de ce que les chercheurs appellent les marqueurs de Duchenne dans les yeux, combinés à un type de fixation particulier. Les psychologues Robert Hare et Paul Babiak, les chercheurs qui ont produit les études les plus rigoureuses sur la psychopathie en milieu professionnel, ont décrit un pattern oculaire spécifique que les sujets à haute psychopathie présentent de façon répétée. C'est ce que Hare appelle le regard de requin. Il se caractérise par 3 éléments. Le premier, une absence de clignement à une fréquence normale. Normalement, les êtres humains clignent des yeux environ 15 à 20 fois par minute. C'est un réflexe involontaire, régulé par le système nerveux autonome. Sous une attention intense, en particulier l'attention prédatrice, ce réflexe ralentit. Le narcissique et le psychopathe, quand ils évaluent une cible ou quand ils mentent avec effort, tendent à cligner beaucoup moins souvent. Le regard devient fixe, non naturel. Le deuxième, une qualité de regard qui va au-delà de l'interlocuteur. Pas au sens poétique, mais littéralement. Il regarde dans ta direction, mais l'objet de son attention n'est pas toi en tant que personne. Il te scanne. Il évalue. Le regard a une qualité que les gens décrivent souvent comme me traverser ou comme si je n'étais pas là. C'est parce que pour lui, dans ce moment, tu es une ressource à analyser, pas un être humain à rencontrer. Le troisième, et c'est le plus insidieux, c'est le regard qui revient trop précisément à tes yeux à chaque fois qu'il dit quelque chose de potentiellement non crédible. Les êtres humains sincères détournent naturellement le regard quand ils réfléchissent. Ils regardent en haut à gauche pour accéder à une image mentale. Ils regardent en bas pour accéder à une émotion. Ce vagabondage du regard est le signe d'une pensée authentique, d'une mémoire vraie. Le manipulateur habile a appris que détourner le regard est perçu comme un signe de mensonge. Alors il s'est corrigé. Il maintient le contact visuel de façon délibérée, souvent avec une intensité légèrement supérieure à la normale, ce qui crée, paradoxalement,
Une légère gêne chez l'interlocuteur sincère. Cette gêne, tu la ressens souvent comme il est très intense, ou il a un regard très fort. Ce que tu ressens en réalité, c'est l'artificialité d'un contact visuel calculé. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai entendu des dizaines de fois cette description. Il me regardait d'une façon qui me donnait l'impression d'être spécial. Et puis, beaucoup plus tard, je comprends maintenant que ce regard-là n'était pas de l'amour. C'était de l'évaluation. Il te regardait comme un chasseur regarde une proie intéressante. La science de Jung nous permet de comprendre pourquoi ce regard existe. Dans la théorie jungienne, l'empathie, la capacité à raisonner avec l'expérience émotionnelle d'autrui, est ce qui rend le regard humain vivant. Quand tu regardes quelqu'un que tu aimes, quelque chose en toi s'ajuste à lui, quelque chose s'ouvre. C'est visible dans les yeux, une qualité de présence, de chaleur, de contact réel. Le narcissique manque de cette résonance. Son regard ne s'ouvre pas. Il scanne. Et cette différence, imperceptible en mots, invisible en comportements verbaux, est parfaitement visible dans les yeux, à qui sait quoi chercher. Et maintenant, le troisième signal. Le plus révélateur de tous, parce que lui ne se produit pas dans des moments de charme ou de séduction. Il se produit exactement au moment où tu te rapproches trop de la vérité. Avant le troisième signal, je dois te dire quelque chose que j'ai appris de la façon la plus difficile qui soit. La reconnaissance de ces signaux ne te donne pas le pouvoir de changer le narcissique. Je veux être absolument clair là-dessus. Ces outils ne sont pas pour la confrontation. Ils ne sont pas pour prouver à quelqu'un ce que tu vois. Le narcissique, confronté à son masque, ne capitule pas. Il attaque. Il redirige. Il accuse. Il utilise ton observation elle-même comme preuve de ta folie ou de ta paranoïa. Ce que ces signaux te donnent, c'est quelque chose de bien plus précieux que le pouvoir de convaincre les autres. Ils te donnent la permission de te faire confiance à toi-même. C'est tout. Et c'est immense. Parce que l'une des armes les plus puissantes du narcissique, peut-être la plus puissante, c'est de te convaincre que tu ne peux pas faire confiance à ce que tu ressens, que tu interprètes, que tu exagères, que tu es trop sensible. Ces signaux sont la preuve physique, objective, scientifique, que ce que tu as senti était réel. Et maintenant, le troisième signal physique, le geste d'auto-apaisement sous exposition, et la micro-expression de mépris fugitive. Commençons par le geste. Desmond Morris, le zoologiste et éthologue britannique qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude du comportement humain, a documenté toute une catégorie de gestes qu'il appelle les autocontacts. Ce sont les gestes que nous faisons pour nous-mêmes, pas pour les autres. Toucher son propre visage, croiser les bras sur la poitrine, pincer ses propres lèvres, se frotter les mains. Ces gestes activent le système nerveux parasympathique et créent une micro-sensation de confort et de sécurité. Nous les faisons tous, mais nous les faisons davantage sous stress. Et voici ce qui est fascinant. Quand un menteur ordinaire ment, il tend à augmenter ses autocontacts. Le geste de toucher le nez, popularisé à tort comme le signe infaillible du menteur, est en réalité un geste d'auto-apaisement causé par le stress de la tromperie. Le flux sanguin augmente dans les muqueuses nasales quand l'adrénaline monte. Toucher le nez procure un micro-soulagement. C'est involontaire. Le narcissique expérimenté a appris à contrôler ses autocontacts dans les situations normales. Il a travaillé son masque. Il a réduit ses signaux à un minimum. Mais il y a un moment où même le contrôle le plus parfait cède, le moment où tu t'approches trop de la vérité. Quand tu poses une question qui touche à quelque chose qu'il cache, pas nécessairement une grande vérité, même une petite chose, même un mensonge mineur, le stress monte trop vite pour que le masque le rattrape. Et le corps réagit avant le cerveau conscient. Les signaux d'auto-apaisement les plus courants dans ces moments-là, se toucher le cou, se passer la main dans les cheveux, pincer ou gratter l'arête du nez, se frotter les mains ensemble. Observe particulièrement ce qui se passe dans les 2 secondes qui suivent une question directe sur quelque chose de potentiellement sensible. Pas après une longue réflexion, dans les 2 premières secondes. C'est là que le corps parle. Et le deuxième élément de ce troisième signal,
c'est la micro-expression de mépris. Parmi les 7 émotions universelles d'Ekman, le mépris est la seule qui soit asymétrique. Une légère élévation unilatérale d'un seul coin de la bouche, un mouvement infime d'un 20e à un 10e de seconde, avant que le masque se remette en place. Le mépris, dans la psychologie d'Ekman, est l'émotion de la supériorité. Elle signale « je te regarde de haut ». Elle n'est pas de la colère. La colère implique encore une égalité de combat. Le mépris, lui, implique une hiérarchie. Tu n'es pas à mon niveau. Chez le narcissique, cette micro-expression de mépris apparaît dans des contextes révélateurs. Quand il pense ne pas être observé, quand tu dis quelque chose qu'il juge stupide ou naïf, et surtout, quand tu le mets involontairement en position d'infériorité même un instant. J'ai vu cela des dizaines de fois dans mes années de pratique. La patiente me décrit la scène. Il était si doux, si attentionné. Et puis un moment, juste un moment, elle avait vu quelque chose sur son visage, une espèce de sourire bizarre, d'un seul côté. Elle avait cru se tromper. Elle ne s'était pas trompée. Ce qu'elle avait vu, c'était le mépris qui s'échappait pour une fraction de seconde. L'ombre qui perçait le masque. La vérité que le masque ne pouvait pas tout à fait contenir. Ces 3 signaux ensemble, l'absence de Duchesne, le regard de calcul, le geste d'auto-apaisement et la micro-expression de mépris, forment un tableau. Un tableau que le narcissique ne peut pas contrôler entièrement et que toi, maintenant, tu peux lire. Avant de te donner le dernier élément de cette vidéo, celui qui te permettra d'utiliser tout ça concrètement dans ta vie, je veux m'arrêter une seconde. Si cette vidéo t'apporte quelque chose de réel, si tu as eu un de ces moments où tu t'es dit « oui, j'ai vu ça » ou « c'est exactement ce que je ressentais sans pouvoir le nommer », tu peux soutenir cette chaîne avec la fonction Super Thanks juste sous la vidéo. Chaque soutien me permet de continuer à créer ce contenu, d'approfondir les recherches et de continuer à être là pour toi avec des outils concrets chaque semaine. Maintenant, ce que tu dois faire avec tout ce que tu as appris. Maintenant que tu connais ces 3 signaux, tu pourrais penser que la prochaine étape, c'est d'aller les chercher partout, de devenir un expert en détection, de scanner chaque personne que tu rencontres. Je vais te demander de ne pas faire ça, non pas parce que cette connaissance n'est pas utile, mais parce que l'application la plus puissante de ces outils n'est pas l'analyse constante des autres. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus libérateur. C'est la récupération de ta confiance en toi-même. Voici ce que j'ai compris en travaillant avec des centaines de survivants de violences narcissiques. La blessure la plus profonde que le narcissique inflige n'est pas externe. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il détruit en toi, progressivement, méthodiquement, ta capacité à faire confiance à tes propres perceptions. Tu t'imagines des choses, tu es trop sensible, personne d'autre ne voit ce que tu vois, tu es hystérique, tu déformes tout. Ces phrases, répétées des centaines de fois sur des mois ou des années, créent ce que les psychologues appellent une dysrégulation de la confiance en soi. Tu cesses de faire confiance à ce que tu ressens. Tu cesses de croire à ce que tu observes. Tu remets en question ta propre réalité. Et Jung avait identifié quelque chose d'essentiel là-dessus. Dans sa théorie du développement psychique, Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction intuitive, une des 4 fonctions psychologiques fondamentales avec la pensée, le sentiment et la sensation. L'intuition, dans la psychologie jungienne, n'est pas une mystique vague. C'est une forme précise de traitement de l'information, la capacité à percevoir des patterns, des structures, des totalités, sans passer par le raisonnement conscient étape par étape. Ce que tu appelles un mauvais pressentiment ou quelque chose qui ne va pas sans que je sache pourquoi, c'est ta fonction intuitive qui travaille. Elle perçoit des patterns comportementaux, des patterns dans les expressions, des patterns dans les micro-signaux que tu ne peux pas encore articuler, et elle envoie un signal. Le narcissisme détruit précisément cette fonction. Il la rend muette. Il lui apprend à se taire. Ce que les 3 signaux que je t'ai donnés aujourd'hui font, c'est redonner à ta fonction intuitive un langage. Lui dire, ce que tu percevais avait un nom. Ce que tu sentais était réel. Les yeux qui ne souriaient pas, l'absence de Duchesne, le regard qui calculait, le regard de requin.
Le geste de toucher le cou quand la question était trop précise. L'auto-apaisement sous exposition. Le coin de la bouche relevé d'un seul côté. La micro-expression de mépris. Tout ça était là. Et tu l'avais vu. Sans avoir les mots, tu l'avais vu. C'est la révélation centrale de cette vidéo. Pas la technique. Pas les signaux. La révélation, c'est que ton corps savait avant que ton esprit conscient ait les outils pour le formuler. Et maintenant que tu as ces outils, quelque chose se déplace dans ta psyché. Parce que la confiance en soi, la vraie, celle que le narcissisme avait érodée, ne revient pas parce que quelqu'un te dit « aie confiance en toi ». Elle revient quand tu as des preuves que ce que tu as senti était fondé. Tu avais raison, tu l'avais vu, tu n'étais pas fou ou folle, ni hypersensible, ni paranoïaque. Et c'est là, dans cet endroit précis, que quelque chose commence à guérir. Jung l'a écrit dans une formulation qui m'a accompagné pendant toutes ces années de pratique clinique. Rendre l'obscurité consciente, c'est le seul chemin vers la lumière. Non pas regarder ailleurs, non pas ignorer ce qui fait mal, mais voir clairement, nommer, comprendre. Les 3 signaux que tu portes maintenant avec toi ne sont pas seulement des outils de protection, ils sont des preuves. La preuve que la réalité existe indépendamment de ce que le narcissique affirmait. La preuve que tes perceptions étaient fiables. La preuve que ton corps savait la vérité avant que ta tête accepte de la regarder. Ce pouvoir qu'il t'avait dit que tu n'avais pas, ce pouvoir de voir, de sentir, de comprendre, a toujours été là. Il ne te l'a pas volé. Il t'a seulement convaincu de ne pas l'utiliser. Maintenant, tu l'utilises. Je vais te donner quelque chose de concret avant de terminer. Un rituel que j'utilise moi-même et que je recommande à mes patientes en phase de récupération post-narcissique. Je l'appelle le rituel des 3 observations. Il ne prend pas plus de 2 minutes, il peut se faire n'importe où, dans n'importe quelle conversation, et avec le temps, il devient automatique. Voici comment il fonctionne. La première observation. Avant une conversation significative avec quelqu'un dont tu n'es pas sûr, prends un moment, 5 secondes, pour te centrer dans ton corps. Sens tes pieds sur le sol, sens le poids de tes épaules. Mets-toi dans un état de présence physique, pas seulement mentale. La micro-gestuelle se perçoit mieux quand tu es dans ton corps que quand tu es dans ta tête. La deuxième observation, pendant la conversation, permette-toi de regarder le visage entier, pas seulement les yeux. Les gens ont appris que regarder dans les yeux est le signe de l'attention sincère. Mais les signaux les plus importants sont souvent au coin de la bouche, dans la mobilité des joues, dans les micro-mouvements de la paupière inférieure. Élargis ton champ d'observation. La troisième observation. Après la conversation, accorde-toi 30 secondes de silence. Ferme les yeux. Pose-toi une seule question. Est-ce que je me sens énergisé ou vidé par cet échange? Pas ce que tu as pensé de la conversation, ce que tu as ressenti dans le corps. Le narcissique est un siphon d'énergie. Même une conversation courte avec lui laisse souvent une fatigue inexplicable, un vague malaise, une sensation d'avoir été extrait de quelque chose de précieux. Ces 3 observations, avant, pendant, après, ne te donnent pas une vérité définitive sur une personne. Elles te donnent des données, et sur la durée, ces données s'accumulent et forment un portrait que les mots tout seuls ne peuvent pas donner. Jung a passé sa vie à nous apprendre que la psyché parle de 1000 façons, que la vérité n'est pas seulement dans les théories et les concepts, elle est aussi dans les sensations, dans les rêves, dans les signaux que le corps envoie quand le mind conscient ne regarde pas. La micro-gestuelle, c'est la voix de l'ombre de l'autre. Et tu sais maintenant l'écouter. Dis-moi dans les commentaires, parmi les 3 signaux, l'absence du sourire de Duchesne, le regard de calcul ou le geste d'auto-apaisement, lequel reconnais-tu le plus clairement quand tu penses à une personne de ton passé ou de ton présent? Tu n'as pas besoin de donner de détails, juste un chiffre, 1, 2 ou 3. Tes réponses m'aident à comprendre ce dont vous avez le plus besoin. Et elles peuvent aider quelqu'un qui lit les commentaires à comprendre ce qu'il vit.